Comme j'ai expliqué, donc pour la programmation d'un système, il faut tout d'abord commencer par la déclaration des classes, ensuite la définition et enfin l'usage. Donc, comme j'ai déjà expliqué, dans un langage comme le cas de C++, on peut faire ces trois aspects-là dans un seul fichier, comme on peut les faire dans trois fichiers séparés. Donc, vous avez le choix et nous avons déjà expliqué ça dans le cours. Et je pense que nous avons même donné un exemple que je vais refaire maintenant, toujours dans cette première vidéo. Donc, maintenant pour la déclaration d'une classe, donc on va respecter la syntaxe du langage C++. Donc, on va utiliser le mot-clé classe, ensuite le nom du classe, accolade, ensuite on donne ici la déclaration de la liste des attributs, et après qu'on donne la liste des attributs, on donne la liste des méthodes. Je rappelle qu'une classe, c'est quoi? C'est une liste d'attributs avec une liste de méthodes, ou bien c'est un ensemble d'attributs avec un ensemble de méthodes. N'oubliez pas ici le point virgule. Vous voyez donc qu'il s'agit uniquement de la déclaration, surtout la déclaration des méthodes. Je répète qu'une méthode, c'est une action. On peut dire aussi qu'une méthode, c'est une procédure, mais avec une petite précaution parce que c'est un problème de concept. Dans la programmation impérative ou bien algorithmique, on utilise le mot procédure. Ici, on utilise le mot méthode. Donc, plutôt dans la programmation orientée objet, on parle de méthode et on ne parle pas d'action ou bien de procédure. Aussi, j'insiste sur un point que ici, on donne uniquement la déclaration. Par déclaration, c'est la signature de la méthode. La signature de la méthode veut dire quoi? Veut dire qu'on va donner uniquement l'entête de la méthode. Par signature, on veut dire en-tête. Et par en-tête, exactement c'est quoi? On donne le type de retour. Si cette méthode a un type de retour, ensuite le nom de la méthode, ensuite la liste des paramètres d'entrée ou bien d'entrée-sortie, point virgule. Celle-là, on l'appelle la signature, on l'appelle l'entête, et c'est la déclaration qu'on demande dans la phase de déclaration. Ça veut dire qu'on ne va pas donner exactement le code ou bien l'algorithme de la méthode. Je ne suis pas obligé de le donner ici. Donc ça, c'est pour la première partie, qui est la déclaration. La deuxième partie, c'est la définition. Donc ça, c'est la déclaration. Après, je fais la définition. La définition veut dire, c'est de donner les codes des différentes méthodes. Maintenant, pour donner les codes, ou bien les algorithmes, ou bien l'implémentation des différentes méthodes, on doit les écrire comme vous avez déjà écrit les définitions, ou bien les implémentations des procédures et des fonctions dans le module algorithmique. Donc, j'ai besoin de donner le nom de la méthode, la liste de ses paramètres, ensuite, pardon, pas de point virgule, ensuite j'ouvre l'accolade et je donne ce qui est comme implémentation, qui sont les instructions que je dois exécuter dans cette méthode-là. Uniquement puisque nous sommes dans une programmation orientée objet, il faut savoir que maintenant, le nom de la méthode, ce n'est plus uniquement le nom de la méthode que nous avons donné ici, ou bien que nous avons donné ici, dans la phase de déclaration. Mais ce nom de méthode doit être toujours précédé par quoi? Par le nom de la classe. Et donc, j'ai besoin de faire ça, deux points. Ensuite, je mets ici le nom de classe, qui est le même nom ici. Et bien, ce nom-là doit être ajouté ici, avant le nom propre de notre méthode. Et ici, je dois mettre le type de retour. C'est bien sûr, cette méthode a un type de retour. Et comme ça, nous avons fait les deux premiers aspects qui sont la déclaration et la définition de la classe.
On va refaire ça pour l'ensemble des méthodes de notre classe. Après ça, si je fais cette déclaration et cette définition, je peux par la suite utiliser ma classe dans une phase d'usage dans laquelle je peux utiliser cette classe-là pour créer un ensemble d'objets. C'est une chose que nous allons voir, bien sûr, dans la suite. Maintenant, nous avons déjà présenté un exemple dans le module de la programmation orientée objet, dans la science que nous avons déjà fait dans le cours. Et je vais essayer de refaire le même exemple. Donc, dans le cours que nous avons déjà présenté dans l'amphi, on a vu le cas de la classe des nombres complexes. Eh bien, la classe des nombres complexes, c'est quoi que je peux noter par exemple comme Z? C'est quoi? C'est l'ensemble de tous les objets Z1, Z2, Zn qui représentent des nombres complexes. Et comme vous savez, un nombre complexe, n'importe quel nombre complexe de ces nombres-là, il est toujours composé de deux parties. Une partie réelle, que je peux noter RE, et une partie imaginaire, que je peux noter IM. Ça, c'est l'aspect caractéristique. Ça, c'est les attributs. Donc, la classe des nombres complexes a un ensemble d'attributs qui sont toujours la partie réelle et la partie imaginaire. Maintenant, pour la partie comportement des objets, ou bien des actions que je peux exécuter sur la classe des nombres complexes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les nombres complexes? Je peux, par exemple, lire un nombre complexe. Ça veut dire quoi, lire un nombre complexe? Ça veut dire que je peux prendre un nombre complexe Z et faire entrer la partie réelle de ce nombre complexe et la partie imaginaire de ce nombre complexe. Je peux aussi faire un affichage. Un affichage sur écran d'un nombre complexe. Ça veut dire quoi l'affichage? Ça veut dire afficher la partie réelle et afficher la partie imaginaire. Je peux faire aussi quoi? L'addition entre deux nombres complexes. Je peux additionner un certain Z1 avec un certain Z2 et le résultat sera quoi? Sera par exemple un certain Z3. Je peux faire la soustraction de deux nombres complexes, Z1, Z2, pour avoir un certain Z3 qui représente la soustraction. Je peux par exemple faire la multiplication, que je peux noter ici étoile. Z1, Z2, pour avoir un certain nombre complexe qui est Z3, et ainsi de suite. Ici, il n'y a pas de restriction sur l'ensemble des opérations que vous pouvez définir dans une classe, ou bien sur un ensemble d'objets, ça dépend toujours de l'application. Pour nous, et comme un exemple, on va rédiger la déclaration en langage C++ de la classe des nombres complexes. Je répète que nous avons déjà fait ça dans le cours, mais seulement puisque ce sont, soi-disant, c'est la première vidéo. Donc, je veux uniquement faire un rappel et une révision sur ça. Dans ce cas, toujours le mot-clé classe. Ensuite, je donne le nom de la classe qui est, par exemple, ici, complexe. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Vous pouvez utiliser CMP ou bien CP. Ça, c'est un choix. Ensuite, je donne la déclaration des deux attributs. Dans ce cas, par exemple, je peux les considérer comme un float ou bien float. Après, ça, c'est la partie attribut. Maintenant, avec ces attributs, je définis quoi? Un ensemble de méthodes qui sont les méthodes que nous avons fait, par exemple, ici. Je peux, par exemple, commencer par la méthode lire, qui permet de faire quoi? De lire la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Maintenant, cette lecture, elle peut être faite directement à partir du clavier. Ou bien, je peux avoir des paramètres pour la méthode lire. Si on suppose que la lecture, elle est faite directement à partir du clavier, donc on n'a pas besoin ici de faire des paramètres, et je vais directement faire ici un type de retour, qui est le void, parce qu'il n'y a pas de type de retour dans ce cas-là. Maintenant, je peux par exemple faire afficher, qui permet d'afficher un nombre complexe, et c'est void comme type de retour. Je peux faire l'addition, et l'addition, il prend quoi? Il prend deux nombres complexes, Z1 et Z2, Z1 et Z2, qui sont dans ce cas de type complexe, complexe Z1, point virgule, complexe
Z2. Et ici, puisqu'on va ajouter, ou bien puisqu'on va additionner deux nombres complexes, et on va obtenir un nombre complexe, il est attendu que le type de retour ici sera quoi? Sera le type complexe. Eh bien, je peux continuer comme ça. Je peux définir une soustraction de deux nombres complexes, complexe Z1, complexe Z2. Et c'est uniquement une abréviation, c'est clair. Hein? Il faut répéter complexe Z1, complexe Z2. Et le type de retour, c'est quoi? C'est toujours le type complexe. Je peux définir aussi ici un type de retour complexe. Et j'ai ici multiplication. Et avec toujours un certain Z1 et un certain Z2 qui seront utilisés pour la multiplication. Et le résultat sera retourné dans un autre nombre qui est par exemple Z3. Ben, comme j'ai dit, vous pouvez ajouter d'autres méthodes ici. Il n'y a aucune restriction. Il faut toujours respecter uniquement la sémantique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et bien sûr, la syntaxe de ce langage-là de programmation qui est dans notre cas, le langage C++. Maintenant, on a déjà parlé un peu de cette idée de type de retour. Par exemple, ici, le type de retour, c'est complexe. Ici, le type de retour, c'est complexe. Ici, le type de retour, c'est complexe. Ça veut dire quoi? Que cette méthode, elle va prendre deux nombres complexes, Z1 et Z2. Et elle va nous retourner un nombre complexe, qui est par exemple Z3. Même chose dans l'opération soustraction ou bien la méthode soustraction, et même chose dans la méthode multiplication. Une chose très importante que j'ai déjà expliquée dans le cours et que je réexplique maintenant, c'est que on va récupérer où le résultat de ces trois méthodes. Ça veut dire quoi? Lorsque cette méthode, elle va être exécutée, cette méthode, elle va être exécutée, cette méthode, elle va être exécutée, ces trois méthodes vont générer un nombre complexe. Ce nombre complexe, il est où maintenant? En effet, il faut comprendre que le nombre complexe qui va recevoir le résultat de l'addition, le résultat de la soustraction et le résultat de la multiplication, qui est par exemple, dans les exemples, c'est Z3, c'est le nombre complexe, ou bien c'est l'objet nombre complexe qui va faire appel à ces trois méthodes. Si cette explication semble un peu ambiguë et insuffisante pour comprendre le fonctionnement, vous allez mieux la comprendre lorsque je vais écrire l'implémentation de ces trois méthodes et lorsque je vais passer à la phase utilisation ou bien à la phase usage dans laquelle on va créer des objets concrets de notre classe. Ça veut dire je vais créer des objets Z3, Z2, Z1 et ainsi de suite. Et on va appeler ces méthodes qui vont prendre en entrée des nombres complexes et qui vont générer aussi des nombres complexes. Bien sûr, il faut se patienter jusqu'à, par exemple, la terminaison ou bien l'écriture de toute la définition de cette classe-là, qui s'agit exactement de l'implémentation ou bien de la réalisation des différentes méthodes. Ben, autre chose, si je prends par exemple cette opération lire ou bien cette méthode lire, elle va lire quoi? Elle va lire un nombre complexe. Ça veut dire quoi? Elle va construire un nombre complexe. Ça veut dire quoi la lecture? Ça veut dire entrer la partie réelle et la partie imaginaire. Il y a une chose aussi très importante que je dois signaler ici, que on a parlé dans le cours qu'il y a un aspect d'encapsulation, ça veut dire que je ne peux pas avoir un accès à tous les éléments d'un objet, les attributs et les méthodes, et on doit sécuriser ça, ça veut dire qu'on doit définir la visibilité, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore traité cet aspect-là, et on considère que cette écriture-là, elle est correcte temporairement. Par la suite, on va comprendre qu'il faut ajouter d'autres choses ici pour que notre définition sera plus juste, sera plus correcte. Ok, j'espère que jusqu'à maintenant, les choses sont claires. Maintenant, si je veux par exemple passer à la rédaction, ou bien à la partie 2, ou bien à la phase 2 de la programmation des classes, qui est dans ce cas-là, la phase de définition, dans laquelle je commence à implémenter les différentes méthodes. Dans ce cas,
je vais commencer à implémenter bien sûr ces 5 méthodes-là et on va commencer par la première méthode. Donc, je passe à la partie implémentation. Donc, la première méthode, c'est la méthode lire. Lire. Elle n'a pas d'attribut. Et son vrai nom doit être précédé par le nom de la classe. Et il n'y a pas de type de retour, void. Cette méthode-là, elle va faire quoi? Elle va tout simplement lire un nombre complexe. Je répète, ça veut dire quoi la lecture d'un nombre complexe? Ça veut dire saisir la partie réelle et la partie imaginaire. Ça veut dire définir la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, je vais lire la partie réelle, donc comme commentaire lire RE, et après lire IM, partie imaginaire. Vous pouvez utiliser la syntaxe du langage C++, cin, partie réelle, cin, partie imaginaire. Et c'est tout. Ça veut dire ici, on a fait quoi? On a lu, on a fait la lecture de la partie réelle et de la partie imaginaire d'un nombre complexe. Ah, ok. Est-ce que je peux faire autrement? Eh ben, je peux faire autrement. Tout ça peut être remplacé par une autre chose. Je peux par exemple faire float x, float y, cin x, cin y, ensuite re x et im y. Vous voyez, c'est la même chose. Ici, on a fait une lecture directe de RE et de IM. Ici, on a fait une lecture dans deux variables qui sont x et y. Ensuite, on a fait l'affectation. La question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Ici, on a lu quoi? On a lu RE et IM. RE et IM sont définis où? Ils sont définis ici. Ça veut dire quoi? Que dans les méthodes de la classe, ici par exemple, je peux utiliser les attributs de cette classe-là. Ça veut dire quoi que je peux les utiliser? Ça veut dire que je peux les définir. Par exemple ici, je peux les initialiser. C'est la même chose que nous avons fait ici. Et c'est ça exactement l'idée de la programmation orientée objet. Ça veut dire quoi? Que vous avez un ensemble d'attributs ici que vous pouvez utiliser dans l'implémentation des différentes méthodes. Et par conséquent, lorsque je fais l'implémentation de l'opération lecture, qui consiste à lire un nombre complexe, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire lire la partie réelle, lire la partie imaginaire. Lorsque je veux afficher un nombre complexe, ça veut dire quoi? C'est afficher la partie réelle, afficher la partie imaginaire d'un nombre complexe. Une question très importante maintenant. Je dis la lecture d'un nombre complexe. Je dis l'affichage d'un nombre complexe. Il est où ce nombre complexe? Où est le nombre complexe? Parce que jusqu'à maintenant, c'est une classe, c'est la classe. Mais elle m'a des nombres complexes, mais elle m'a les objets. Je reviens peut-être à l'idée que j'ai discutée dans la première vidéo, ou bien dans la vidéo précédente, qui est l'idée de la classe, ou bien la différence entre la classe et l'objet. Et donc, nous avons dit que la classe représente un concept abstrait et l'objet représente un concept concret. Ça veut dire maintenant, on parle de la lecture d'un objet, ou bien la lecture d'un nombre complexe. Ok, mais ça veut dire qu'il y a un objet. Ça veut dire quoi? Qu'on va lire un objet, alors que nous sommes toujours dans la classe. Ça veut dire quoi? Que pour exécuter la méthode lire, on a besoin de quoi? On a besoin d'un objet. J'espère que c'est clair. Et la lecture veut dire quoi? Veut dire mettre une valeur dans RE, mettre une valeur dans IM. RE et IM sont quoi? Sont les attributs de la classe, et X, Y vont représenter l'état de l'objet qui sera bien sûr initialisé par exemple par l'opération lire.
J'espère que c'est clair. Tout ça, nous avons déjà examiné tous ces aspects-là dans la séance que j'ai déjà fait avec vous dans l'Amphi. Et maintenant, c'est encore une révision et un rappel des choses que nous avons déjà fait dans la partie cours. Et ça, c'est pour, par exemple, la méthode lire.